avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Vous êtes bien sur Africable Télévision, bienvenue, voici les titres de ce journal. Paris confirme la mort d'Abou Zeid, le numéro 3 d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a bien été tué lors des opérations militaires franco-tchadiennes au nord du Mali à la fin du mois de février. Le 1er mars dernier, le président tchadien Idriss Déby Itno avait déjà annoncé la mort de l'émir d'Aqmi. Ce n'est peut-être qu'une question d'heure. Les rebelles centrafricains de la Seleka affirment qu'ils sont à 30 km de Bangui. Le président Bozizé doit-il abandonner le pouvoir ou résister? Sur place, dans la capitale centrafricaine, la question divise. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Après 4 années d'exil, l'ancien président pakistanais Pervez Musharraf annonce son retour au pays demain dimanche. Pourquoi prendrait-il un tel risque sachant qu'il est menacé de mort par les talibans pakistanais? Il répondra lui-même dans ce journal. Bonsoir. Le président tchadien Idriss Déby Itno avait annoncé sa mort le 1er mars dernier. Paris doutait encore, mais aujourd'hui c'est l'Elysée qui le confirme à la suite des tests ADN. Abou Zeid, le numéro 3 d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a bien été tué lors des opérations militaires franco-tchadiennes au nord du Mali à la fin du mois de février. Un coup dur porté à l'organisation terroriste déjà décapitée depuis le début de l'opération Serval. L'information est désormais officielle. Par ce communiqué de l'Elysée, le président de la République confirme de manière certaine la mort d'Abdelhamid Abou Zeid. Des fragments d'ADN familiaux ont permis d'identifier ce chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'Algérien a été tué fin février lors de combats menés par l'armée française au nord du Mali, dans le massif des Iforas, là où il avait installé sa base logistique et ses camps d'entraînement. L'homme était réputé pour être sans concession. Mais il est vraisemblable qu'il soit déjà remplacé par quelqu'un, ses lieutenants. Les dégâts sont importants en termes symboliques. En réalité, sur le terrain, on va se rendre compte que les choses vont se poursuivre, malheureusement, de la même manière, et qu'on voit bien, par exemple, s'agissant du sort des otages occidentaux, rien n'a changé. On lui attribue l'enlèvement d'une vingtaine d'Occidentaux dans le Sahara ces 5 dernières années. Des otages qui auraient rapporté plusieurs millions de dollars à Acmi. Il aurait également procédé à l'exécution en 2010 du Français Michel Germano. La mort d'Abou Zeid avait été annoncée par le président tchadien Idriss Déby début mars, mais les autorités françaises attendaient des preuves. Le Tchad avait également annoncé la mort de Mokhtar Belmokhtar, autre chef d'Acmi, une information qui n'a toujours pas été confirmée par la France. Ce n'est peut-être qu'une question d'heure, je vous l'annonçais dans les titres, les rebelles centrafricains de la Seleka affirment qu'ils sont à 30 km de Bangui. Des détonations sont même entendues aux portes de la capitale centrafricaine, affirme le général de la force multinationale. Pour la deuxième fois en quelques mois, les rebelles veulent prendre Bangui et renverser le président François Bozizé. Mais doit-il résister ou partir? Sur place, c'est l'agacement et la question divise les Centrafricains. Rue déserte, magasin fermé, alors que les forces de la Seleka se trouvaient hier à moins de 80 km de la capitale centrafricaine, ses habitants exprimaient déjà leur inquiétude et leur colère. On en a marre, c'est ça. Si tu dépasses la ligne rouge, c'est une déclaration de guerre. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ça, c'est notre terre à nous Centrafricains. Je ne suis pas d'accord avec les Seleka. Les Seleka sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer. Avec Jean-Francis. Selon Éric Massy, le porte-parole de la coalition rebelle à Paris, les forces de la Seleka auraient atteint ce matin le fameux point kilométrique 12 dans la périphérie nord de Bangui. Des tirs auraient été échangés. À l'instar du Premier ministre Nicolas Tiangaï, qui craint un bain de sang, Éric Massy appelle lui aussi à la retenue. Nous appelons toutes les forces impliquées dans les combats à faire preuve de retenue, à ne pas s'en prendre aux populations civiles, à ne pas commettre d'exactions. Nous demandons à la population de rester chez elle,
de ne pas se livrer également à des règlements de compte. La crise centrafricaine inquiète. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, a déjà annoncé que des mesures seraient prises pour protéger les ressortissants et intérêts français. L'actualité en bref et en images, le conflit syrien au cœur d'une rencontre des ministres européens des Affaires étrangères à Dublin en Irlande. L'enjeu de la rencontre, c'est la levée ou pas de l'embargo sur les armes à destination des rebelles syriens. Paris et Londres tentent de convaincre leurs partisans de leur capacité à maîtriser la destination du matériel qu'ils veulent livrer plutôt. En Birmanie, l'histoire se répète. Des tensions intercommunautaires ont fait au moins 32 morts à Meiktila. Des extrémistes bouddhistes ont pourchassé 3 jours durant les musulmans de la région. Un état d'urgence a été décrété. À Meiktila, les militaires ont remplacé les forces de police. Tant bien que mal, les habitants tentent de nettoyer les décombres. En 3 jours, des quartiers entiers et plusieurs mosquées sont partis en fumée. Et c'est sous ces toiles blanches montées dans le stade de foot de la ville que des milliers de musulmans se sont réfugiés, protégés par les soldats. Je suis vraiment soulagée que le président et les militaires aient instauré l'état d'urgence. Mais s'ils l'avaient instauré plus tôt, nous aurions évité le pire. Un incident entre des bijoutiers musulmans et un couple bouddhiste serait à l'origine de ce qui ressemble bien à un pogrom organisé. Pendant 3 jours, de jeunes extrémistes bouddhistes armés de bâtons et de couteaux et parfois aidés de moines ont brûlé les commerces et saccagé les mosquées. Au moins 32 personnes, dont certains corps calcinés gisaient le long des rues, auraient été tuées. Même si je suis bouddhiste, je n'étais pas en sécurité. J'ai dû m'enfuir car je vis dans un quartier où vivent des musulmans et j'avais peur des meurtres. Mais je pense qu'avec l'état d'urgence, je suis en sécurité maintenant. J'espère la paix. C'est vraiment terrible d'avoir perdu notre ville à cause de ça. Une petite ville habituellement paisible, désormais placée en état d'urgence, comme l'an passé en état Rakhine à l'ouest du pays. À l'époque, affrontements entre bouddhistes de l'ethnie Rakhine et musulmans de la minorité apatride des Rohingyas avaient fait plus de 180 morts et 115 000 déplacés. Des tensions communautaires qui posent un défi majeur au régime réformateur birman. En Birmanie, beaucoup considèrent le bouddhisme comme indissociable de l'appartenance à la nation. Mais 5% de ses 60 millions d'habitants sont musulmans, un chiffre largement sous-estimé, faute de recensement depuis 30 ans. Autre gros titre de l'actualité, l'ancien président pakistanais Pervez Musharraf, menacé de mort par les talibans, a annoncé qu'il rentrait au pays, même au péril de sa vie. Demain dimanche, annonce faite. C'est samedi devant ses partisans réunis à Dubaï. Pervez Musharraf voudrait donc participer aux élections générales de mai prochain, après 4 années d'exil à Londres et dans les Émirats. Il s'était retiré du pouvoir et avait choisi l'exil il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, Pervez Musharraf fait son retour. À 200%. Je reviens dimanche au Pakistan. Oui. Pervez Musharraf compte se présenter aux prochaines élections législatives en mai, dans un pays qu'il a dirigé durant 9 ans. Mais au Pakistan, sa vie est menacée. Nous avions déjà fait face à ces dangers. Nous devrons y faire face de nouveau. Mais si vous avez l'énergie pour faire quelque chose pour votre pays, vous devez faire face aux dangers. Si vous ne pouvez pas y faire face, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc pourquoi moi j'aurais fondé ce parti? Pourquoi je rentrerais? Pourquoi faire? Pourquoi j'aurais fait de la politique? Cette détermination pourrait bien être mise à l'épreuve. Les talibans le menacent de mort, affirmant qu'ils l'enverraient en enfer une fois arrivé au Pakistan. Le groupe armé crie vengeance. D'après lui, l'ancien général se serait allié aux États-Unis dans sa guerre contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre. Un retour qui risque aussi d'être mouvementé car Pervez Musharraf devra affronter son passé. Son ascension politique est l'œuvre d'un putsch qu'il a orchestré en 1999. Impliqué également dans plusieurs affaires criminelles, il pourrait notamment être arrêté pour avoir négligé la sécurité de l'ex-première ministre Benazir Bhutto, assassiné en 2007. Mais cette arrestation attendra. Un tribunal a levé la menace qui pesait contre lui. Son retour en politique reste pour autant incertain. Son parti a pris du retard dans la course pour les prochaines élections. On en vient maintenant à cette image du jour, une rencontre historique entre 2 papes. François est allé déjeuner ce samedi avec son prédécesseur Benoît XVI à Castel Gandolfo, la résidence des papes. Une rencontre juste très chaleureuse, on n'en sait pas davantage sur leur entretien.
Restons dans le registre religion pour évoquer la semaine sainte qui précède la Pâque, mais au juste, sait-on vraiment ce qui signifie cette semaine? Le père Herman de la paroisse des martyrs de l'Ouganda nous en fait l'historique. Reportage Luis Tinasayan avec notre bureau à Dakar. La communauté chrétienne est en plein dans le mois de carême. Sur 40 jours d'abstinence de manger et de boire, les chrétiens sont sur la dernière ligne droite, pour ne pas dire la dernière semaine. Cette semaine a un nom, mais beaucoup de jeunes ignorent son véritable sens. C'est une semaine où l'on doit être d'abord pur, que ce soit dans nos actes, dans nos paroles et dans notre comportement. C'est une semaine où l'on doit se consacrer pour nos prières et surtout tous nos actes doivent être purs. Nous avons un calendrier liturgique que nous suivons en fonction des dates des 365 jours. Et donc nous avons certaines fêtes que nous commémorons. Mais le point le plus culminant, c'est la semaine sainte, précisément du vendredi au samedi saint. Parce que nous allons célébrer la mort et la résurrection de Jésus. En réalité, cette dernière semaine appelée semaine sainte est celle qui précède Pâques. La semaine sainte, c'est une préparation pour l'avènement et pascal. Au fait, c'est normalement 3 jours, le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint, la nuit du samedi au dimanche. Donc le jeudi, c'est le jour où Jésus a institué l'Eucharistie. C'est le jour où on a commencé par faire ce que nous appelons aujourd'hui la messe, l'Eucharistie. C'est le vendredi qu'il a été crucifié. Il est mort sur la croix et on l'a enterré ce même jour, la nuit du samedi au dimanche, il est ressuscité. Voilà l'avènement. L'Église nous invite à faire du carême un temps de retraite spirituelle dans lequel l'effort de méditation et de prière doit être soutenu d'un effort de mortification personnelle laissé à la libre générosité de chacun. Si vous êtes à Bamako, vous l'auriez certainement constaté des coupures répétitives d'électricité ces derniers temps. Mais qu'est-ce qui en est à l'origine? Nos reporters ont tenté d'en savoir davantage. Voici leur enquête et les siens d'Aouda Kamate, Cheikh Tidiane Koulibaly. Délestage intempestif, voilà le calvaire des abonnés de l'énergie du Mali chez eux à la maison ou dans les différents services publics et privés. Depuis près d'un mois, les coupures sont de plus en plus fréquentes. Les usines aux arrêts pour faute d'électricité, services tournant au bruit d'un moteur désagréable et intoxicant, feux tricolores éteints, bonjour le grand désordre au niveau des axes routiers, et cela malgré la présence des agents de police. Le secteur informel, pour sa part, déboussolé faute de pouvoir travailler convenablement. Incapacité à fournir de l'électricité ou manque d'anticipation, l'EDM nous donne une autre lecture de la situation. Nous vivons actuellement la période de pointe, c'est-à-dire la saison sèche, qui voit toutes nos installations de production, de transport et de distribution d'électricité fortement sollicitées. Il y a presque une saturation de nos outils de production et une surexploitation. Malgré ces causes qui non seulement sont d'ordre structurel et financier, la population s'interroge sur la réelle capacité de l'EDM. D'aucuns accusent les responsables de la société de n'avoir pas été assez prévoyants. Pour certains, le moment ne s'y prête pas au regard des nombreuses crises que traverse le pays. Crise politique et sécuritaire, vie de plus en plus chère, cet ouvrier qui travaille à son propre compte semble être dépassé par les événements. En un mot, c'est une perte pour nous parce qu'on n'arrive pas à travailler le courant. Tous nos matériels sont bloqués, on n'arrive pas à travailler ici. Dès qu'on est là, il n'y a pas de courant. Et puis, de 7h à 18h. Et ce qui nous fait mal aussi, si le courant vient à 18h, à 19h, on coupe. Et quand on travaille la nuit, les gens nous disent qu'on les embête. Vraiment, on vit qu'il y a de courant et puis il n'y a pas de courant. Vraiment, c'est une perte pour nous, à 100% même. Selon cet agent de la sécurité routière, la fonctionnalité des feux tricolores leur permettait de mieux contrôler et de suivre la bonne conduite de la fluidité routière. Mais en l'état actuel, il est parfois difficile de faire respecter les normes de la circulation avec des usagers souvent trop impatients et imprudents. Nous constatons des coupures irrégulières, ce qui nous pose énormément de problèmes en matière de circulation routière. Et plus particulièrement les motocyclistes, nous leur disons également de faire énormément de prudence en matière de circulation routière, chercher à connaître les injonctions de l'agent, ne pas au moins se décourager l'agent dans ses fonctions. Pour tenter de pallier le déficit entre 40 et 50%, l'EDM aurait jeté son dévolu sur le combustible, mais à ce niveau,
difficile de compter sur les fournisseurs. Ces derniers auraient arrêté l'approvisionnement et pour cause, plusieurs dizaines de milliards de francs CFA de factures impayées, un coup dur pour la trésorerie d'EDM. Les difficultés d'approvisionnement en combustible. Vous savez, le mix de production de l'électricité à EDM SA est encore très sujet à la consommation de gasoil et de fil lourd. Donc, pour vous donner une idée, l'année dernière, nous avons consommé une facture de 72 milliards de francs CFA en achat d'hydrocarbures. C'est presque 4 à 5 citernes de 55 000 litres par jour que nous consommons pour compléter la part d'hydroélectricité. Et donc tout cela, avec les tensions de trésorerie que nous traversons, le flux en ravitaillement n'est pas souvent fait à temps. Peut-on parler de problème de production? Oui, car les barrages hydroélectriques de Manantali, de Selengue et celui de Sotiba fournissent un nombre de mégawatts insuffisant aux besoins du Mali. Alors pour combler le fossé, l'EDM est obligé de faire recours aux thermiques qui malheureusement coûtent extrêmement cher, soit 5 à 6 citernes pour un montant de 300 millions de francs CFA par jour. Et pourtant, ce n'est pas le potentiel qui manque. S'agirait-il d'un manque de volonté politique? La question aurait tout son mérite. Il y avait le projet de Taoussa au nord, il y a le projet Felou bientôt qui va être en essai, il y a Gouina qui va venir, il y a l'interconnexion à prévoir avec la Guinée. La Guinée qui aujourd'hui peut-être n'a pas de potentiel, mais dans les années à venir, si la Guinée arrive à construire ces barrages, l'un dans l'autre, par le biais de l'intégration énergétique, des interconnexions, eh bien, le biais de la solidarité, les choses s'amélioreront. Mais pour le moment, le présent est encore difficile. Malgré les dysfonctionnements constatés qui causent des désagréments à la clientèle, la couverture énergétique du Mali est largement en deçà des attentes. Selon les chiffres disponibles par l'EDM, le taux d'accès oscille entre 24 et 30%, ce qui souligne la nécessité pour les autorités de travailler de manière à assurer une autonomie énergétique du pays afin de promouvoir le développement économique et social. Et pour cela, l'intégration énergétique des pays par une interconnexion réussie et partagée semble être la voie la mieux indiquée. On se quitte avec ces images de quelques villes du monde plongées dans le noir. À l'occasion de l'opération 1 heure pour la planète ce samedi, toutes les villes du monde donc vont éteindre leur lumière pendant 60 minutes. L'objectif est de sensibiliser les populations au changement climatique. Mais gardez-les bien ouverts sur Africable Télévision. Le programme continue. 20h30, votre série préférée. The Unite, 21h15, Djabali, Fizo Ouest, un magazine sur le front des guerres de la forêt qui jouxte le Ouagadougou avec Abdoulaye Kone, 21h30, première édition d'Afrique Info et 22h40, Top Dance Floor, 100% musique du monde. Voilà donc campé votre décor pour votre soirée sur Africa Télévision. N'oubliez pas demain à partir de 19h, Afrique Info, à partir de 19h donc, le débat du dimanche avec Sekou Tangara et ses invités. Excellent samedi bien sûr sur la terre. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.